Bonjour à tous, bienvenue sur A News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. Alors aujourd'hui, on va parler conseils en sûreté, on va parler protection de l'information et de la cyber. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Vincent Jacquemart. Bonjour. Bonjour. Alors Vincent, vous êtes cofondateur et président d'Irena Group et on va expliquer ce qu'est Irena. Et puis, j'ai également le plaisir d'accueillir Denis Pélenchon. Bonjour. Bonjour Virginie. Et donc Denis, vous êtes cofondateur et directeur général de Cartesian Lab et on va également expliquer ce qu'est Cartesian Lab. Alors pour commencer, Vincent, on va revenir sur le groupe Irena, un groupe qui a été fondé en 2010. Vous êtes deux cofondateurs, Romain Bardenave et vous-même. Vous l'avez fondé après avoir eu diverses expériences et notamment en tant que consultant en sûreté en Amérique latine. Racontez-nous. Absolument. Donc moi, je suis arrivé en Amérique latine au début des années 2000, où j'ai d'abord travaillé pour un groupe américain en Colombie. J'ai travaillé beaucoup à la frontière entre la Colombie et le Venezuela sur des thématiques de protection de population et ce type de choses. Ensuite, j'ai travaillé pour un groupe français au Venezuela pendant quelques années, où là, on était plutôt dans le domaine de prédilection d'Irena aujourd'hui, c'est-à-dire la sûreté à l'international, qui va depuis la protection des expatriés à travers formation et différents services d'assistance, jusqu'à aujourd'hui la sûreté maritime, qui est une grande partie de nos activités aujourd'hui, en passant par protection d'ambassade, protection diplomatique, accompagner les entreprises sur des grands projets en zone dégradée et ce type de choses. Donc, une belle expérience, une belle expertise dans le monde de la sûreté, et surtout aussi maritime, comme vous le dites. Et puis un jour, vous rentrez en France, sac à dos, et vous décidez de cofonder une société. Plus exactement, on l'a créée au Mexique. C'est-à-dire, c'est au Mexique donc, que j'étais basé à l'époque. Et pour diverses raisons, j'ai pensé, et avec Romain Bordenave, on a pensé... Qui était également au Mexique avec moi. Et on a décidé de... On a simplement fait l'observation qu'il y avait une opportunité de proposer aux entreprises des services un petit peu différent que ce qui était fait jusque-là. Donc vous partiez de votre expérience en fait à l'étranger en vous disant on peut apporter quelque chose de différent. Et c'est sans doute le résultat de plusieurs années de présence en Amérique latine, c'est-à-dire qu'on était vraiment au cœur du système, on a vu évoluer les différents pays sud-américains, tant politiquement qu'au niveau sécuritaire. Et ça nous a permis, grâce aux observations qu'on a faites, de dire, bon, à partir de là, on a quelque chose à proposer d'un petit peu différent. On voulait faire ça humblement au Mexique, il y avait aussi une volonté de rester dans la zone Amérique latine. Et il y avait aussi une réalité, c'est que les Européens, et c'est encore le cas aujourd'hui, sont concentrés en général sur l'Afrique et le Moyen-Orient, et très peu sur l'Amérique latine. Donc, du coup, vous revenez en France après avoir créé cette entreprise au Mexique. Comment est-ce qu'on passe de collaborateur, consultant, à chef d'entreprise ? C'est un apprentissage que je continue à faire aujourd'hui. C'est un autre métier, c'est-à-dire aujourd'hui, j'essaye encore de faire de la sûreté. J'en fais de moins en moins parce que Irena grandit, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, c'est une entreprise, c'est plus de 200 employés, principalement en Amérique latine. Mais là, justement, mon retour en Europe annonce aussi le début de nos opérations vers l'Afrique. Et donc aujourd'hui, effectivement, mon quotidien est plutôt fait de gestionnaire d'entreprise, mais toujours aussi en relation avec les clients, puisque une des grandes spécificités d'Irena, c'est la solution sur mesure. C'est-à-dire on a une grande liste de services, évidemment, qui sont somme toute assez classiques, mais notre spécialité, ce qui est d'ailleurs probablement une de nos forces, c'est comme on n'est pas très grand, on est encore capable de faire des rendez-vous avec nos clients, où nos clients ne viennent pas avec le besoin sur une solution spécifique, mais tout simplement une problématique. Et on va réfléchir avec eux à la meilleure solution pour eux, et on va la construire depuis zéro. Vous avez cette agilité, exactement, flexibilité qui va vous permettre d'apporter effectivement, comme vous le dites, la solution, la réponse sur mesure. Denis, vous-même, vous êtes également cofondateur d'une entreprise, aujourd'hui, alors récente, toute récente entreprise. Vous avez une carrière donc comme officier, ingénieur de l'armée de terre en électronique, et puis
À un moment donné, ça y est, vous avez rendu les armes pour aller vers une entreprise. En 2007, vous rejoignez Axis & Co, qui est un cabinet spécialisé en intelligence économique, qui a été fondé notamment par Jean-Renaud Fayol et Bertrand de Turckheim. C'est difficile, là encore, de rejoindre un groupe lorsqu'on est en fait officier et qu'on rejoint une société privée? Écoutez, non, parce que je suis passé du sujet du renseignement d'intérêt militaire au sujet du renseignement d'intérêt économique. J'ai juste changé de tenue, mais les problématiques sont assez similaires. Et la transition a été assez facile. J'en ai profité pour me recycler un petit peu et passer par un master en e-business et me rendre compte assez rapidement que les questions de sécurité informatique, qu'on appelle aujourd'hui cybersécurité, il y avait, au moment de la bulle Internet, quelques lacunes à combler, et c'est ce que je me suis attaché de faire depuis cette époque. Très bien. En fait, justement, vous parlez de ce master. On est tout à fait conscient que, comme vous le dites, quand on a un passé militaire, on a une vraie expertise, notamment pour votre cas en termes de renseignement. Ce qui manque peut-être, c'est plus, quand on devient chef d'entreprise, la partie management, la partie financière, la partie... Exactement. Et là aussi, une période d'apprentissage qui est encore en cours, comme notre interlocuteur précédent. Mais ça va, on sait s'adapter. De toute façon, dans les carrières militaires, on change de poste assez souvent. L'adaptabilité, donc, on est parti. Voilà. Très bien. En 2021, le groupe Altamont Co, qui est un groupe de conseil en intelligence stratégique, prend une nouvelle dimension. Et là, vous créez cette société Cartesian Lab. Pourquoi ? Tout à fait. Voilà, il y a eu de la croissance interne, du développement, de l'essaimage, et toutes les activités cybersécurité ont été prises par Cartesian Lab pour donner de la visibilité, de la clarté à l'ensemble de l'offre. On a choisi le nom de Cartesian Lab en référence à René Descartes, cogito ergo sum, et c'est ce qui nous anime le plus. On pense que la réflexion doit être au cœur de notre approche et de notre démarche. Et on a aussi choisi comme logo celui des forteresses des citadelles de Vauban, parce que l'ingénieur militaire Vauban a posé des principes fondamentaux de sécurité qui sont totalement applicables à la sécurité des systèmes d'information. Très intéressant, effectivement. Donc, je rappelle, ce groupe est 100% français, est détenu par les fondateurs. Tout à fait. Donc, vous-même et les associés. Ce que vous soulignez lorsqu'on a préparé cette émission, c'est que vous avez voulu constituer une équipe d'auditeurs techniques très chevronnés. Oui, tout à fait. Donc, au début de l'offre en matière de protection de l'information et de cybersécurité, les principales activités ont été celles du test d'intrusion. Et on a constitué une équipe, en effet, de pentesters chevronnés, des garçons qui ont fait des podiums dans des championnats internationaux. Surtout aussi, ce qu'on a voulu faire, et ce à quoi je tiens beaucoup, c'est la cohérence et ce mot de sécurité globale qui revient aujourd'hui pas mal. Quand on s'intéresse à la protection de l'information, on le fait sur le champ du numérique, mais aussi sur le champ du physique. Notre objectif, c'est d'essayer d'aligner les curseurs de la sécurité de façon homogène et cohérente. Très bien. Vos solutions, vous avez 2, voire 3 types, peut-être que vous parlerez aussi d'un troisième produit qui est tout récent. Vous avez d'abord solution, alors j'adore les noms que vous avez donnés, Éléphantastique. Oui. Alors, dans notre parcours, on a rapidement pris le parti de développer nos propres outils pour nos besoins propres et notre sécurité. Ces questions de souveraineté sont très importantes pour nous et depuis toujours. Donc, on veut garder la maîtrise de nos outils et de ce qu'on fait avec. Donc, pour le côté intelligence économique, nos analystes, on les a rapidement équipés de solutions internes qui se sont développées. Et il y en a une qui, aujourd'hui, est une solution de premier plan en matière d'investigation numérique, plus communément appelée OSINT, très à la mode aujourd'hui. Et on l'appelait Éléphantastique. C'est devenu un produit à part entière, un produit commercial à part entière, et même une structure, une société éditrice. Et elle a un franc succès, et surtout elle nous permet de traiter un grand nombre d'informations et de sources ouvertes pour aller trouver la petite pépite, l'information pivot qui fait qu'on peut résoudre certains sujets. Ce n'est pas un outil magique, il faut une démarche d'investigation, mais c'est un outil qui fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. Alors,
en sus de cette plateforme d'investigation OSINT, il y a Sanctuaris. Exactement. Là encore, c'est pour répondre à un besoin propre de traitement et de diffusion de l'information sensible. Et un jour, un de nos clients, directeur de la sécurité d'un grand groupe, nous dit « Mais votre solution que vous me faites utiliser pour me livrer les rapports sensibles des tests d'intrusion que je vous fais réaliser, est-ce que vous sauriez me la mettre à disposition, voire même m'en faire une version que pour moi. Et après, j'ai une petite particularité, c'est que je veux qu'elle soit conforme à une réglementation nationale qui s'appelle l'instruction interministérielle 901, qui traite de la protection des systèmes d'information permettant de stocker des informations portant mention de protection de diffusion restreinte. Donc on s'est tapé dans la main, j'ai dit oui, tout à fait, on peut le faire. Vous l'avez développé. Et c'est comme ça que c'est devenu un produit commercial. Pour lui, et aujourd'hui, voilà, avec un bouquet de services qui est lié à cette solution. Un troisième produit tout récent pour répondre à des demandes clients, encore une fois, parce qu'on fait aussi des activités de digital forensic qui consistent à faire parler des équipements informatiques à la suite d'une intrusion ou des suspicions de piégeage. Et après avoir trouvé plusieurs fois des traces de logiciels espions sur des téléphones, certains de nos clients nous ont dit « mais moi je voudrais quand même une solution pour empêcher les enregistrements ou la captation de mes informations sur mes téléphones ». Donc on a développé un coffret qui fait office de cage Faraday et de protection contre les enregistrements. Et il suffit de placer les téléphones dans ce coffret, qui est un coffret en bel et bien historique. Un très beau coffret, j'ai eu la chance effectivement de le voir. Voilà, et empêcher toute captation d'informations, tout en gardant les téléphones à portée de main, parce que souvent ce sont des gens qui sont assez importants et qui ne veulent pas se séparer visuellement de leur téléphone. Et c'était un petit peu, effectivement, cette solution qui est très intéressante, que vous m'avez présentée il y a quelques semaines, montre, et effectivement nous en avions parlé, ces officiers de sécurité qui sont tenus d'avoir à portée de main leur téléphone peuvent, s'ils sonnent, pouvoir le récupérer ou du moins voir à travers une vitre. Tout à fait, on fait plusieurs versions. La version totalement étanche en matière d'électromagnétique et puis la version qui permet de pouvoir identifier quand un appel important qui arrive et le prendre, mais tant que le téléphone est dans le coffret, la captation est impossible. Alors, vos solutions, Denis, sont en fait peuvent être adressées à tout type d'entreprise, quelle que soit la taille. Et c'est ça qui est intéressant également, c'est-à-dire que vous adaptez des tarifs, des solutions, du moins, par rapport au projet et par rapport aux tailles de l'entreprise, donc au budget. Tout à fait. Sur notre offre cybersécurité, nous avons tout type de clients, de tout type de secteur. Mais sur l'offre plus protection de l'information, notamment la solution Sanctuaris, là on va chercher des clients qui sont dans des domaines un peu sensibles, qui ont besoin de traiter de l'information portant mention de protection, et c'est ce secteur-là sur lequel on a une vraie valeur ajoutée avec la solution Sanctuaris. Très bien. On voit l'adaptabilité chez vous. Oui. Vous êtes tous les deux sur cette agilité, adaptabilité. C'est ce que vous dites également, Vincent. Votre approche est très pragmatique. Oui, absolument. C'est-à-dire, évidemment, quand on crée une entreprise, on se fait une idée des services qu'on veut vendre parce qu'on estime qu'on a les compétences pour le faire. Pardon, mais c'est vrai que assez rapidement, dès qu'on est confronté à la réalité des clients, on va devoir donner de la flexibilité à notre offre. Oui. Et c'est ce qui, chez Irena, nous a amené à justement développer de nouvelles solutions auxquelles on ne pensait pas au départ. Alors justement, vous parlez de vos solutions. Oui. Analyse de risque, déjà. Oui. Et puis écoutez, on va depuis l'ingénierie, c'est-à-dire l'analyse de risque. On peut avoir des clients qui viennent vers nous et c'était un petit peu notre cœur de métier et la majeure partie de nos activités les premières années d'Irena, c'était que ce soit au Mexique ou en Colombie, des clients qui avaient, dans la plupart des cas, remporté des grands marchés nationaux dans le domaine de l'énergie renouvelable ou des choses comme ça, qui venaient nous consulter parce qu'ils allaient devoir exécuter un projet dans des zones sensibles. Zones sensibles, c'est-à-dire par exemple le nord du Mexique, dans des zones qui sont contrôlées par les narcotrafiquants, ou à la frontière par exemple entre la Colombie et le Venezuela, qui étaient à l'époque des zones tenues par les guérillas. Donc, Irena, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner depuis justement l'étude de vulnérabilité de la zone, la dangerosité, quelles sont les forces en présence, on va estimer tout ça, on va étudier le projet et on va leur proposer un dispositif
qui va globalement prendre en main toute la sécurité du projet, depuis leur personnel, locaux ou expatriés, jusqu'à le projet en lui-même, et en passant par toutes les actions collatérales, c'est-à-dire le contact avec les autorités locales, qu'elles soient légitimes ou non d'ailleurs, le contact avec les acteurs locaux, privés ou publics, et la population locale évidemment, puisque le projet doit toujours s'inscrire, si on veut que ça fonctionne, en bon accord et en bonne intelligence avec la population locale qui va être impactée. C'est-à-dire que vous avez des acteurs qui sont, des collaborateurs qui sont localement présents? Absolument. On a toujours des collaborateurs qui sont présents et qui sont à la fois axés sur l'aspect sécuritaire. Ils ont le soutien du siège, évidemment, pour ce qui est veille sécuritaire, action technique spécialisée, c'est-à-dire on peut mettre en œuvre des moyens techniques spécifiques. Mais on aura toujours, par exemple, la formule du security manager qui va gérer l'ensemble de la sûreté du projet. Alors, tout à l'heure, Denis nous parlait de normes. Hein. Vous-même, vous vous appuyez sur des référentiels normatifs à la fois internationaux et nationaux. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, pour opérer dans ces pays-là, pour être en capacité d'opérer, on doit être en conformité totale avec les normes locales. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que, pendant longtemps, ça a été un petit peu ignoré par les entreprises, notamment les entreprises internationales, particulièrement les entreprises anglo-saxonnes, parce qu'elles s'affranchissaient de ces normes sous prétexte qu'elles n'étaient pas adaptées, etc., etc. Avec le temps, on a clairement vu une évolution et on a pu observer une reprise de contrôle des pays et des pays donc localement sur les normes en matière de sécurité, les obligations des entreprises en matière de sécurité. Très bien. Et on parlait tout à l'heure de souveraineté, c'est pareil pour vous. La démarche, dans votre démarche, la souveraineté numérique est primordiale. Oui, absolument, absolument. Très bien. Aujourd'hui, alors vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez environ 250 collaborateurs présents, ce qui commence à être une belle entreprise quand même. Des experts qui sont issus à la fois du monde public et du monde privé. Comment vous recrutez? C'est très varié parce qu'on a évidemment cette distinction d'experts issus du monde public et certains du monde privé, mais on a aussi des experts internationaux et des experts locaux. Et tout ce petit monde, dans les différentes langues d'ailleurs, doit apprendre à travailler ensemble. C'est pas toujours simple. On peut avoir des anciens colonels d'infanterie de marine colombienne qui vont devoir travailler avec un assistant chef de projet qui vient de faire Sciences Po Paris. C'est pas triste. La réunion peut être intéressante à entendre, oui, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc j'imagine qu'il y a effectivement beaucoup d'accompagnement et de réunions qui permettent cette cohésion, ce qui est parfois justement le nerf de la guerre aussi au sein d'une entreprise, si on veut que tout le monde soit engagé et travaille ensemble, puisque le collectif est important dans une entreprise. Vous venez de parler de marins. Alors, la sûreté maritime, vous l'avez évoqué, ce qui est peu commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, en fait, Irena... 30% de votre activité. 30% de notre activité aujourd'hui, c'est-à-dire on a des clients européens, mais aussi maintenant américains, ce qui peut prêter à sourire d'ailleurs, vu l'actualité de ces derniers jours. Oui. La sûreté maritime, en fait, on y arrive par la terre. J'ai l'habitude de dire ça, puisque ni Romain ni moi-même ne sommes marins au départ. On n'a pas d'expertise particulière, en tout cas on ne l'avait pas à l'époque en matière de sûreté maritime. Par contre, on avait une vraie expertise de certaines zones d'Amérique latine qui sont sous le contrôle, ou en tout cas très affectées par le narcotrafic. Ouais. Et par conséquent, on avait une connaissance approfondie de toute la logistique qui accompagne le narcotrafic. Et de manière assez naturelle, le dernier segment sur lequel qu'on n'avait pas encore touché du doigt, c'était le maritime. Et on a un client qui, à un moment donné, avait une problématique de sûreté maritime, liées au narcotrafic. Et de manière assez naturelle, on a fait la jonction. Alors évidemment, on a intégré chez Irena des spécialistes de la sûreté maritime, on s'est formé, on a appris le métier, et ça nous a permis de monter une offre globale, avec à la fois notre expertise de départ, qui est la sûreté en général, la connaissance du narcotrafic et des guérillas, puisque c'est de ça qu'il s'agit au départ, et l'utilisation de vecteurs comme les transporteurs maritimes pour amener leurs produits vers l'Europe.
Et c'est là qu'on a monté notre offre maritime. Très bien, très intéressant. Vous êtes nombreux sur ce marché ? On n'est pas nombreux. Sur l'Amérique latine, notre concurrence est exclusivement nord-américaine, qui, eux, pour le coup, ont compris cette problématique depuis longtemps et ont engagé des moyens, que ce soit au niveau public ou au niveau privé, depuis longtemps. En Europe, aujourd'hui, on est pratiquement les seuls, que je sache. C'est ça. Alors, vous parliez tout à l'heure d'aller adresser vos solutions vers d'autres territoires, l'Afrique, mais également le Moyen-Orient. Ça, c'est votre projet qui commence à démarrer Absolument. Qui va se développer dans les années écoutez, à venir. on l'espère. En tout cas, on y travaille ardemment parce que l'observation est assez simple. Hein. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est engagé sur la sûreté maritime. Ça fait 4 ans qu'on est confronté à toutes les thématiques qui sont en rapport avec la sûreté maritime. Et de l'observation que nos clients eux-mêmes ont fait, on voit que, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, au niveau du narcotrafic, est en train de servir de rebond entre l'Amérique latine et l'Europe, c'est-à-dire beaucoup de lignes logistiques des narcotrafiquants qui passaient auparavant directement depuis l'Amérique latine vers l'Europe, aujourd'hui font un rebond par l'Afrique de l'Ouest, un peu moins protégé, un peu moins organisé pour l'instant pour faire face à ce type de menaces. Donc, il y a un marché. Donc, on a des solutions à proposer, par exemple, à ce niveau-là. Et sur le Moyen-Orient, on est sur d'autres thématiques sur lesquelles Irena, au départ, n'a pas d'expertise, qui est le terrorisme. Mais on se rend compte que les modus operandi du terrorisme au Moyen-Orient, et notamment la manière dont ça affecte le trafic maritime, pour certaines choses et dans certains aspects, est assez similaire à ce qu'on peut rencontrer en Amérique latine. Très bien. Alors là, on voit la croissance externe par rapport à d'autres territoires. Et puis, vous allez aussi développer de ce fait de nouvelles solutions. Et qui sont liées aussi à la cyber. Exactement. J'allais vous répondre en espagnol. Exactement. C'est le pas suivant, c'est-à-dire au-delà de l'extension à de nouveaux territoires. Il y a une réalité, d'ailleurs j'étais en Guadeloupe il y a 2 semaines pour donner une masterclass. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin de sécuriser l'ensemble de la chaîne logistique, ce qui globalement ne se fait pas aujourd'hui. C'est-à-dire depuis l'expéditeur jusqu'au destinataire, par exemple, d'un conteneur. Chaque étape va être surveillée, mais il n'y a pas encore de consolidation. Et là-dedans, il y a notamment, comme le disait Denis, et c'est tout à fait ça, il y a un aspect cybersécurité qui est omniprésent aujourd'hui dans nos vies, et sur lequel nous, on est en train de se former et on est en train de voir comment on peut intégrer justement des solutions cyber dans la solution globale qu'on propose à nos clients. Donc j'ai bien retenu ce que mon collègue est en train de présenter. Et c'est ce que j'allais dire, comme à chaque fois dans l'émission Top Sécu, ce qui nous fait plaisir, c'est cet échange et cette complémentarité, puisque comme à l'habitude, il y aura des échanges de cartes, j'en suis sûre, pour développer ces offres globales en interne. Du coup, forcément, une croissance à venir de nouveaux collaborateurs, je présume. Oui, ça me prend pas mal de temps ces derniers temps. C'est le recrutement prend du temps. Ouais. Voilà. Alors, pareil, Denis, demain, vous avez aussi d'autres projets. Alors, surtout, quand on préparait l'émission, vous expliquiez que l'intelligence artificielle va transformer ce paysage de la cyber et avec tous ces enjeux, mais également des opportunités. Tout à fait. On le voit déjà, les malveillants ont déjà compris que ont un temps d'avance. L'intelligence artificielle allait les aider à mettre en œuvre leurs attaques. Mais on espère aussi que du côté des défenseurs, on pourra améliorer les systèmes de défense, améliorer les capacités de détection et de blocage des attaques. Mais il faut le faire toujours pareil avec une approche basée sur de l'analyse de risque. On fait le même métier sur des secteurs différents. Nous, on fait de l'analyse de risque sur les risques d'origine cyber, mais c'est le fondamental de la réflexion pour arriver à mettre en place des mesures de sécurité rationnelles et pragmatiques. Et sur ces sujets d'IA, on revient encore sur des problématiques de souveraineté, de maîtrise, parce que quand on parle de sécurité, il faut faire attention à quels agents on va confier les données relatives à la sécurité, à la protection des systèmes d'information. Donc on reboucle encore sur ces notions de garder la maîtrise et de faire des choses en connaissance de cause. Au niveau de vos collaborateurs, justement, vous avez des hackers, mais des hackers bienveillants, éthiques. Des hackers éthiques
très compétents, comme je vous disais en introduction, qui nous restent fidèles depuis de nombreuses années, qui sont des passionnés de ces sujets. C'est notre ADN. Notre ADN, c'est la connaissance de la menace, au même titre que ce que disait Vincent. Donc, en ayant cette connaissance, ça nous donne des capacités à pouvoir proposer des solutions adaptées, parce que quand on est face à une puissance étrangère ou quand on est face aux délinquants numériques, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau de protection qu'il faut mettre en œuvre. Donc, c'est ce qui nous anime dans nos missions de chaque jour. Pour terminer, Denis, 3 mots qui caractérisent Cartesian Lab. Écoutez, j'ai envie de dire expertise, rationalisation et engagement. Très bien, merci beaucoup. 3 mots également, Vincent, concernant IRENA. Je dirais que robustesse de l'offre, c'est-à-dire qu'on a acquis au fil des années une expérience et on est capable aujourd'hui de faire des offres solides, donc robustesse, solidité. La flexibilité, parce qu'on est capable d'être flexible selon les demandes des clients. Et évidemment, beaucoup de créativité, clairement, on invente des solutions. Eh bien, écoutez, on ne peut que vous souhaiter le meilleur et puis surtout que vous puissiez collaborer ensemble, puisque c'est le vœu à chaque fois de Top Sécu. Merci à vous d'avoir été présents sur cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur News Sécurité et à très bientôt pour une nouvelle émission Top Sécu.